STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine. Nous débutons cette édition par le Conseil national du dialogue politique CNDP qui s'est réuni vendredi soir avec 3 points inscrits à l'ordre du jour. Le processus électoral, la situation des partis non affiliés et un point divers. Détail avec Amadou Harona et Bachir Haïnekwai. Comme d'habitude, c'est sans l'opposition politique que s'est tenue la réunion du CNDP. Les élections locales, l'enrôlement de la diaspora ont dominé les débats. Les points de vue étaient divergents. L'engouement que suscitent les élections locales, leurs avantages socio-économiques pour notre pays font naître des enjeux politiques nationaux. Présentement, nous n'êtes pas sans savoir que les 2 tiers des communes sont dirigées par des administrateurs délégués potentiels, nommés par le gouvernement sans aucune concertation de la classe politique au profit d'un seul parti. Nous voulons aller aux élections locales. Ce n'est pas à la CENI de nous dicter ce que nous allons faire. Quelle est la proposition? Proposition? Oui. C'est que les élections locales se fassent le plus tôt possible cette année. Nous sommes 347. Et là, ils ont 2 militants, et là, ils ont 2 millions, et là, ils ont 3 millions. Alors, on ne peut pas représenter la nation comme ça. Nous sommes des partis politiques. Deuxième chose, moi, depuis plus de 10 ans, je n'ai pas assisté aux réunions du CNDP. Parce que pour moi, c'est des choses qui sont dépassées. Quand nous l'avons créé en 2004 à Agadez, avec nous déjà ici, c'était pour prendre des décisions consensuelles par rapport à toutes les élections. La classe politique, monsieur le Président, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre, et effectivement décider d'autres choses qui peuvent s'imposer à la CENI. Et si nous devons instruire la CENI pour le faire pas quelque chose, pour rendre des comptes, du consensus en fonctionnement, monsieur le Président de la CENI, si vous plongez dans ce sens, vous allez accompagner sérieusement votre crédibilité et votre indépendance. Combien de fois de passer dans la CENI indépendante, la classe politique en concert avec la CENI a vu ce qui veut arrêter le premier et on a vu les choses. Mais ça, je veux dire, je me dis, j'ai un concert, je dois pas dire sur elle. Wallah, ce que je dis, moi, c'est pas pour vous. Et l'histoire m'a donné raison. J'ai fait de la fixation par rapport aux élections locales. C'est ça que j'ai déjà donné la question, mais c'est aujourd'hui. Tous les débats pour toutes les élections locales. Parce que je savais que la mobilisation pour être déterminée, c'est d'avoir ces élections de proximité. Mais c'est tout le monde qui est là. Non, on ne vous aime pas là, on vous applaudit. C'est évidemment que le pays a été. Même on n'a pas été, on n'a pas été, on doit le faire. Et il va de sa autorité, il va de sa personnalité. On n'a pas besoin de faire le cas. Ce qui est du cas de nos frères et amis qui sont à la diaspora, c'est regrettable. C'est regrettable pour moi qu'ils ne soient pas enrôlés, mais que de toute façon, tous les scénarios qui sont ici présentés pour pouvoir les enrôler ne pourront que compromettre la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Donc je dis que de la diaspora, ce serait pour la prochaine fois bien après les élections présidentielles. Le résumé avec le président du CNDP. La CENI, comme cela lui a été demandé,
sommes tous d'accord que la CENI doit travailler pour un changement de conscience et à toute indépendance. Nous devons nous abstenir de lui faire la moindre injonction. Ce qui est sûr, il faut garder un scénario de ce sens-ci. Ce qui est certain, c'est que le président de la République, le gouvernement, soyez rassurés. Ils exigent de la CENI des élections honnêtes et transparentes. C'est une exigence. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, les frontières terrestres et non-yéméennes sont fermées. C'est vrai que les ministres de la CEDEAO, les ministres de transport et du commerce ont fait des recommandations pour l'ouverture des frontières aériennes et terrestres. Selon un terme qui a été annoncé. Mais c'est une proposition pour les chefs d'État qui ne se sont pas prononcés. Qu'est-ce que c'est que les chefs d'État vont décider? Alors c'est une situation qui reste inconnue. Et dans une telle situation, comment voulez-vous que la CENI vous dise à quel moment elle peut avoir les Nigériens qui sont à l'extérieur et comment programme leur participation aux élections? Les partis non affiliés ont soulevé 3 préoccupations, mais sans succès. Ils revendiquent un statut malheureusement non prévu par l'alinéa 4 de l'article 99 de la Constitution, donc sans suite. 5 représentants au lieu de 2 à la CENI, ce qui n'autorise pas l'article 12 du Code électoral. Et enfin, l'harmonisation du règlement intérieur du CNDP, pris en compte par la Réunion. La Cour des comptes du Niger a animé au cours de cette semaine une conférence de presse pour rendre public le rapport général public des années 2017, 2018 et 2019. Et c'est le premier président de la dite Cour qui a dirigé la conférence. D'autres détails avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. À travers cette conférence de presse, la Cour des comptes s'acquitte de l'un de ses devoirs, celui de rendre public le résultat de ses contrôles après la remise du rapport général public au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au Premier ministre, conformément à son article portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, lui attribuant cette compétence. Il convient d'abord de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 141, alinéa 1 de la Constitution du 25 novembre 2010, qui dispose que la Cour des comptes est la plus haute juridiction de contrôle des finances publiques. Elle exerce une compétence juridictionnelle, une compétence de contrôle, ainsi qu'une compétence consultative. La compétence juridictionnelle lui permet de juger les comptes de gestion des comptables publics patents, les gestions de fait et les fautes de gestion. Sur ce plan, la Cour peut mettre en jeu, par un débat juridictionnel, la responsabilité du comptable public patent ou de l'agent déclaré comptable de fait et sanctionné par une peine d'amende en matière de discipline budgétaire et financière le coupable de faute de gestion. Par la compétence de contrôle, la Cour contrôle la gestion des collectivités publiques, entendu ici État, collectivités territoriales, établissements publics à caractère administratif. Elle contrôle tous les autres organismes du secteur public, à savoir établissements publics à caractère industriel et commercial, sociétés d'État, sociétés d'État mixtes, sociétés à participation financière publique, sociétés anonymes dans lesquelles l'État possède une part du capital social, etc. Elle contrôle également tout autre organisme public bénéficiant du concours financier de l'État et de ses démembrements. Elle est enfin fondée à contrôler les comptes
des partis politiques et les déclarations sur l'honneur des biens des personnalités qui y sont assujetties. Les hommes de médias présents pour la circonstance ont pu poser des questions auxquelles les membres de la Cour ont apporté des réponses précises. Quand la déclaration est reçue, il y a un rapporteur qui est désigné, un rapport qui est fait. Si le rapport-là révèle des insuffisances, en ce moment, une fois qu'il est transmis au président de la Chambre concerné, le président de la Chambre peut demander au déclarant de compléter sa déclaration si des insuffisances ont été constatées. Ou s'il ne le fait pas, demander en tout cas à ce que le rapporteur qui a fait le rapport puisse demander des justifications. Après que le rapporteur ait demandé les justifications, s'il estime que la Cour n'est toujours pas édifiée et qu'il y a des zones d'ombre, notamment quand il y a une discordance entre le patrimoine de l'intéressé, donc ses revenus, et comment ça s'appelle, et son salaire par exemple, et les activités qu'il exerce, en ce moment il informe donc le premier président de la situation. Et sur l'ordre du premier président en ce moment, le président de la Chambre peut demander à ce rapporteur-là de procéder à une enquête, au besoin à travers des témoignages, ou saisir même des établissements financiers, bancaires et autres, ou saisir le service des impôts pour savoir si la personne donc possède des immeubles immatriculés ou en cours d'immatriculation, tout ça pour être bien fixé, en tout cas par rapport à la question qui est posée. La Cour des comptes a ainsi rendu public le rapport général public des années 2017, 2018 et 2019 qui aurait permis à la Cour de tirer un certain nombre d'enseignements en ce qui concerne la gestion des finances publiques. Il faudrait noter que ce rapport général public des années 2017, 2018 et 2019 est d'ores et déjà disponible sur le site web de la Cour des comptes. L'autorité de régulation des communications et de la poste ARCEP a animé aussi un point de presse. Objectif présenter le rapport annuel d'activité pour l'année 2019. Amadou Harouna, Ibrahim Kantama. Ce point de presse de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste vise à présenter le rapport annuel d'activité pour l'année 2019. Au cours de l'année 2019, l'ARCEP a mis en place des comités pluridisciplinaires qui ont procédé à la relecture des textes législatifs et réglementaires dans les secteurs régulés. L'autorité de régulation a également effectué des missions de contrôle des opérateurs titulaires de licences et ou d'autorisation fournissant au public des services de communication électronique et de la poste. Pour mieux cerner les tendances du marché, l'ARCEP a analysé les données statistiques produites en collaboration avec les différents opérateurs. Entre 2018 et 2019, le parc d'abonnés fixes a connu un accroissement de 1%, respectivement de 164 808 abonnés à 166 467 abonnés. Le parc d'abonnés mobiles passe de 10 202 727 abonnés à 11 418 301 abonnés, soit une progression de 11,7%. Le taux de couverture des services de communications électroniques est de 92% au 31 décembre 2019. Le taux de pénétration globale de la téléphonie est de 52,9% en 2019, soit une augmentation de 5% par rapport à 2018, pour une population estimée à 302 377 habitants, alors que le taux global de pénétration des services Internet fixe et mobile s'établit à 24,53%. Au cours de cet exercice, le chiffre d'affaires de 2019 de l'ensemble des opérateurs est de 219 505 858 387 francs CFA. Ce chiffre est nettement en deçà de celui de 2018 qui est de 237 380 795 894 francs CFA, soit une baisse de 7,5%. Enfin, les investissements réalisés
par les opérateurs détenteurs des licences s'élevant à 47 milliards 413 millions 26 832 francs CFA en 2019, soit une régression de 9% par rapport à 2018. L'ARCEP a également formulé des recommandations. Accélérer le processus d'adoption des textes du secteur postal. Respecter les engagements internationaux auxquels l'État a souscrit, notamment le free roaming régional CEDEAO G5 Sahel. Permettre à l'autorité de régulation de faire recours au fonds d'investissement au développement FID pour financer les investissements essentiels au profit d'une régulation efficace. Accélérer la mise en œuvre de l'accès universel, accélérer l'adoption du décret relatif aux effets de rayonnement électromagnétique sur les populations. L'ARCEP poursuivra la mise en œuvre et le suivi des initiatives Free Roaming auxquelles le Niger a souscrit et l'étude sur la portabilité des numéros a conclu la présidente. Autre fait ayant marqué cette semaine, c'est la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2020. Et c'est le président de l'institution, Hussein Tini, qui a prononcé le discours de la cérémonie officielle de clôture. Compte rendu, Haïssa Adamou et Ibrahim Kantama. Cette première session ordinaire de l'Assemblée nationale s'est tenue dans un contexte caractérisé par la pandémie du Covid-19 qui, au-delà du Niger, a causé d'énormes pertes dans tous les secteurs à l'échelle planétaire. Les défis inspirés de cette pandémie, la première est celle qui donne l'utilité à ramener le monde autour des fondamentaux de la vie humaine, qui sont la solidarité, la générosité, la fraternité et la concurrence. La mondialisation de multilatéralisme doit être révisée pour créer des liens énergétiques, économiques, socio-écologiques, capables d'assurer la sauvegarde générale face aux défis imprévisibles. Il est également urgent que l'économie rurale se place l'économie spéculative. Il est aussi temps d'apprendre à nos enfants à différer les règles superficielles et de les orienter vers des rêves figés de grandeur, des rêves de sacrifice et d'obligation, des rêves de soins. Plusieurs travaux ont été abattus au cours de cette session. C'est ici de l'aspect législatif de notre session, toute une dizaine de ratifications, la loi de l'ordre structurante, la modification du code pénal, la création d'un statut de sapeur-pompier, le projet de loi relatif à la Cour des comptes, etc. Il faudra sans doute faire une attention mention spéciale au projet de loi portant première application de la loi de finances 2020. Il s'agit d'une des conséquences directes de la pandémie. On veut évoquer tantôt, en effet avec le ralentissement de l'économie, on dit que l'ensemble des mesures de riposte comme la première pandémie, les conséquences sur les finances publiques étaient inévitables. De quoi s'interroger vraiment quand ces gens de moyens pouvaient éviter à notre partie de grandes sanctions financières sur de longues périodes. Fort heureusement, grâce aux efforts militaires, de l'organisation des ressources en ensemble comme en externe, de fait, le déficit abyssal a pu être conjuré. Ainsi, le gouvernement, à travers le collectif budgétaire, a pu trouver les moyens de payer. Le président de l'Assemblée nationale, M. Hussein Tini, a remercié la presse pour les avoir accompagnés pendant la session et souhaité une bonne campagne agricole au peuple nigérien. Ouverture à l'hôtel Radisson Blu de Niamey d'un atelier sur le rôle et l'importance des institutions de redevabilité organisé par le projet USAID en partenariat avec le Conseil supérieur de la communication. Le point avec Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman.
Cet atelier de formation initié par le projet USAID Chiga en collaboration avec le Conseil supérieur de la communication a regroupé autour d'une même table toutes les institutions étatiques de redevabilité et la société civile nigérienne afin de mieux les outiller sur les principes de bonne gouvernance, ceux de la responsabilité et de la redevabilité. La République du Niger est bâtie sur des institutions légitimes émanant de la Constitution du 25 octobre 2011. Celle-ci assure l'égalité des citoyens et garantissent des services publics de qualité qui prend en compte le rôle important que joue la société civile dans le développement du pays. Qu'elles soient étatiques ou gouvernementales, ces institutions jouent un rôle prépondérant au service du citoyen pour lequel nombre d'elles sont redevables. Leur efficacité est fonction de leur transparence, de leur accessibilité et de la qualité du service rendu aux citoyens. Aussi, les citoyens et les structures de la société civile doivent-ils s'impliquer davantage, aussi bien en conjuguant avec les institutions étatiques qu'en les saisissant au moins de voies de recours le cas échéant, pour qu'elles assurent les tâches essentielles, leur vitalité en dépend. Facteur inclusif démonstratif de la dimension participation, intervention et de partage de responsabilité, la redevabilité est donc gage de bonne gouvernance. C'est pour cela que le projet Chiga et le CC ont convenu d'organiser cet atelier qui nous réunit aujourd'hui afin de rassembler les institutions essentielles de redevabilité et les organisations de la société civile au plus haut niveau pour connaître davantage les rôles et les domaines d'intervention de chacun. Le programme Chiga de l'USAID vise ainsi à accompagner le Niger pour un objectif bien déterminé. Le programme Chiga, qui nous donne l'occasion de nous réunir à nouveau ce matin, a été conçu et financé par l'Agence américaine pour le développement international USAID Niger. Entre 2016 et 2018, une équipe de l'USAID Niger a mené des consultations à grande échelle avec les institutions publiques, les partenaires au développement et les membres de la société civile nigérienne. Et c'est sur la base de leur contribution que ce programme Chiga a été développé. Ce programme vous appartient et vous devez lui donner vie à le faire prospérer. Je voudrais dire quelques mots en Hausa maintenant. Hanudaya, Baya Daukarajanka. Dans l'unité, nous pouvons gagner. Ainsi, durant cet atelier, les institutions étatiques de redevabilité et les acteurs de la société civile nigérienne verront leur capacité renforcée en ce qui concerne certains principes de bonne gouvernance. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, a procédé lundi dernier à un réaménagement technique du gouvernement. Les citoyens ont diversement apprécié. Ce remaniement intervient à quelques mois de la fin du mandat du président Issoufou. Suivez plus. On effectue un changement pour maintenir ou améliorer un score. Après ça, il n'y a pas de définition d'autres changements. Non, si maintenant ils ont fait le changement, ils pensent que c'est pour maintenir leur score, leur performance, ou bien pour l'améliorer, c'est eux qui savent ce qu'ils ont fait. Voilà en tout cas pourquoi on fait un changement. Mais des têtes sont tombées et des têtes ont été déplacées pour être mises en tout cas dans des portefeuilles ministériels. Je pense que ce changement a un objectif totalement politique. C'est peut-être un changement à vision électorale. En 6 mois, qu'est-ce qu'un ministre va connaître dans son cabinet? Qu'est-ce qu'il va connaître dans son cabinet en 6 mois? Faire quelque chose? Parce que quand on vient pour connaître déjà son ministère, il faut effectivement les 6 mois. Proposer des nominations aussi au niveau de son ministère. Faire partir les gens qui ne lui conviennent pas et maintenant remplacer par d'autres afin de commencer chose. De toute façon, le mandat du président de la République en tout cas est presque terminé, c'est la fin du deuxième. Le travail en tout cas de l'amélioration est déjà terminé. Maintenant nous sommes dans une période qui prépare les élections pour des choses. Donc moi je crois qu'en voyant cela, les 6 mois qui restent, il ne faut pas mettre de nouvelles têtes, il faut bien jouer avec les autres qui sont là-bas. Ça devient en effet une forme de délit, ça devient une forme de darankodako. On a un peu à remplacer les gens et puis on souhaite bonne chance en tout cas pour que ça soit réussi. Le gouvernement reste pléthorique.
Juste, c'est une personne qui a quitté le gouvernement. C'est un remaniement qui prend en compte la situation réelle du pays. Comment vous pouvez imaginer le Niger avec ses 21 millions a le même nombre de ministres que le Nigeria qui a près de 200 millions? Mais c'est quoi cette affaire? Et dans des situations comme ça, comment vous pouvez imaginer mettre fin à des tournois? Un gouvernement essoufflé, qu'on traîne à longueur d'année, et on ne veut pas le réduire. Vous cherchez quoi? Voilà le problème. Voilà le véritable problème. C'est le même gouvernement pléthorique, le même train de vie de l'État provocateur. Mais il n'y a rien du tout. Pour moi, quand j'ai suivi ça, j'ai dit c'est encore une autre façon d'énerver le peuple. Pour leur dire non, on ne vous écoute pas. On va maintenir notre gouvernement pléthorique, nous avons le pouvoir, nous avons la force publique, on fait ce qu'on veut. C'est ce que ça veut dire. C'est pas autre chose. Il n'y a rien, on ne doit pas parler de ça. Il y a quoi? C'est juste une personne qui a quitté le gouvernement. Et le gouvernement pléthorique est là. C'est inadmissible. Il n'y a que ce pays-là. Ce pays est unique dans le monde. Comment vous pouvez... Le Nigeria a près de 200 millions d'habitants. Nous, on a 20 et quelques. En extrapolant. Et on a le même nombre de ministres. Et on est dernier en termes d'indice de développement. On est dernier. Nous, entre nous. C'est-à-dire que les gens n'ont pas pitié de ce pays-là. Placé sous le thème Paix, Justice et Progrès, le parti Génération Doubara PJP a tenu les assises de ses congrès statutaires et d'investiture de son candidat aux élections présidentielles 2020-2021. Et c'est le général Salou Jibo qui a été investi par les délégués venus des 8 régions du Niger. Les temps forts avec Amadou Harouna et Ibrahim Kantama. C'est dans un palais des sports plein comme un neuf qu'a eu lieu les assises du congrès statutaire et du congrès d'investiture du candidat du parti Doubara à l'élection présidentielle de 2020-2021. Le président régional de Niamey, Hama Amadou, a souhaité la bienvenue aux délégués venus des 8 régions du Niger avant l'examen et l'adoption des textes fondamentaux du parti, notamment le statut et le règlement intérieur. Le choix du candidat de Doubara aux élections présidentielles a été porté sur le général Salou Jibo, apprécié par les partis amis. Nous vous connaissons pour l'acte que vous avez accompli le 10 février 2010. Ce jour-là, vous avez pris sur vous la décision remarquablement courageuse de mettre fin à une situation de crise politique et institutionnelle très grave. Puisque vous êtes dans l'arène et que nous sommes heureux que vous soyez dans l'arène, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous parce que la situation du Niger nécessite que les hommes et les femmes, où qu'ils se trouvent, s'engagent et que nous puissions produire le changement. Je sais, je suis témoin du comportement des hommes et des femmes que nous avons dans l'opposition. La situation est très difficile pour notre pays. Mais j'ai vu comment chaque matin nous travaillons, nous nous mobilisons pour que les valeurs communes restent. En moins de 14 mois, vous avez organisé 3 à 4 élections locales, régionales, si je peux l'appeler comme ça, législatives, présidentielles. Quelle prouesse! C'est pourquoi là, nous ne pouvons pas comprendre qu'une CENI qui est là pendant 3 mois nous dit qu'elle est incapable d'organiser des élections locales. Nous pensons sincèrement qu'aujourd'hui que vous allez être investi à partir de votre choix pour être candidat aux élections présidentielles, et grâce à l'expérience que vous avez, aussi bien au plan national qu'international, vous allez donner les conseils nécessaires à votre représentant pour qu'il puisse aider la CENI à pouvoir faire ces élections. Le général Salou Jibo, reconnaissant sur la confiance placée en lui, décline ses ambitions politiques. Je m'engage sur l'honneur et devant le peuple nigérien souverain de faire la politique autrement
et d'agir uniquement dans l'intérêt supérieur de notre pays. Je m'engage très concrètement à ne jamais insulter, diffamer ou saluer injustement l'honneur de qui que ce soit. Je m'engage à faire une campagne électorale positive axée sur l'écoute des Nigériens et des propositions réalistes pour prendre en compte les véritables aspirations de nos populations. Si le Nigérien me fait confiance en m'élisant président de la République en 2021, je m'engage à faire entreprendre une grande réforme constitutionnelle pour restaurer l'autorité de l'État. Le général Salou Jibo promet une fois élu de faire du Niger un havre de paix et de sécurité où tous les Nigériens seront égaux devant la loi. Les épreuves sportives des candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC ont débuté au cours de cette semaine sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires qui a donné le coup d'envoi à Niamey. On fait le point avec Ralia Sami sur les images de Abdelmoumouni Atraman. Ils sont au total 151 960 candidats répartis dans 837 centres sur toute l'étendue du territoire national, dont 34 854 pour 20 centres au titre de la région de Niamey, à subir les épreuves sportives obligatoires du brevet d'études du premier cycle BPC, session 2020. Et c'est le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires qui a donné le coup d'envoi au titre de la région de Niamey au lycée Issa Korombe. Cette épreuve d'éducation physique, c'est la première épreuve du BPC. Après celle-là, viendront les épreuves écrites. Et à toutes ces épreuves, ce que nous vous demandons, c'est de vous concentrer, c'est de donner le meilleur de vous-même. Parce que le travail que vous aurez fait individuellement, c'est ça qui va sanctionner le cycle, le premier cycle du secondaire, c'est-à-dire de la 6e à la 3e. Ce qui est attendu de vous, c'est de persévérer afin que, après cette épreuve de BPC sportif, un mois après, vont commencer les épreuves écrites. Plus précisément, le 6 août 2020. Présent pour la circonstance, le gouverneur de la région de Niamey a salué la disponibilité des élèves avant de leur souhaiter bonne chance. Nous saluons votre courage. Nous saluons votre disponibilité. Quand on sait que pendant des mois et des mois, l'école a fermé ses portes en raison de la pandémie du coronavirus ou Covid-19. Ce Covid est encore dans nos murs. Et je salue en vous des responsables qui sont en train d'observer les règles de barrière telles que le port de la bavette, la distanciation, le lavage des mains et éviter de vous serrer la main comme on dit. Saluez-vous à distance. Donc cette épreuve physique rentre dans le processus normal de l'organisation du BEPC. Nous sommes là pour vous souhaiter bonne chance, pour vous demander de ne pas forcer. Ne forcez pas pour ne pas vous blesser. Courez, sautez, lancez, jetez. Mais que tout se passe dans l'ordre, dans la discipline et surtout que le résultat final soit la parfaite santé de tous les candidats et de tous les candidats.
Ainsi, une semaine durant, les candidats au brevet d'études du premier cycle session 2020 auront à passer leurs premières épreuves, c'est-à-dire celles sportives, en attendant celles écrites prévues pour se tenir en août prochain. Bonne chance donc aux candidats. L'association alternative à Espace Citoyen a servi de cadre à la célébration de la date anniversaire de l'enlèvement des 30 femmes et enfants dans le village de Ingalewa, situé dans la région de Difa il y a 3 ans de cela. Compte rendu Amadou Haruna. Jour pour jour, il y a 3 ans de cela que 39 femmes et enfants ont été enlevés dans le village de Ingalewa. Pour autant, ils n'ont pas été oubliés. La célébration du 3e anniversaire de captivité de 39 femmes et enfants dans le village de Ngalewa, situé dans la commune de Ningimi, notamment dans la région de Difa, c'est une date importante pour nous. Ce 2 juillet, nous avons tenu vraiment en ce 3e anniversaire, ce triste anniversaire malheureusement d'enlèvement de ces 39 femmes et enfants pour marquer notre soutien aux victimes et notre solidarité à l'endroit des familles. Il vous souviendra qu'en 2018, ici même, nous avons marqué le 500e jour d'enlèvement de ces 39 femmes et enfants. Nous sommes très engagés dans la célébration du 1000e jour. Malheureusement, d'autres circonstances n'ont pas favorisé la tenue de ce 1000e jour, mais nous avons tenu en cette date du jeudi 2 juillet 2020 à tout mettre en œuvre pour marquer notre solidarité et inviter probablement, notamment l'opinion publique nationale et internationale, notamment les Nigériens qui sont ici à l'intérieur, comme ceux qui sont à l'extérieur, même ceux qui ne sont pas physiquement ici avec nous, peuvent marquer leur solidarité et leur soutien en publiant des petits messages de solidarité et de soutien sur la page Facebook, Twitter, Instagram. Aujourd'hui, le monde que nous sommes, c'est un monde globalisé. De partout, on peut se joindre à un combat, de partout, on peut se joindre à un mouvement et surtout, enfin, d'interpeller le gouvernement. 2 panels ont été mis en place et passer en revue les droits des femmes et des enfants, surtout dans un contexte d'insécurité. C'est toute la communauté dans son ensemble qui est affectée, et particulièrement les femmes. Et pour nous, du fait de leur statut social ou bien de leur sexe, ou même de leur vulnérabilité. Donc c'est pourquoi au niveau de l'ONG FAD, en tout cas, nous avons jugé utile et depuis le début vraiment de l'insécurité d'accompagner les femmes à travers plusieurs initiatives beaucoup plus structurantes qui ont permis quand même à réduire certaines conséquences. Un film de 18 minutes intitulé « Je suis Ngalewa » a été projeté. Beaucoup de personnalités de structures ont eu une pensée particulière pour les femmes et les enfants enlevés à Ngalewa. Il ne reste plus que 2 semaines pour les Nigériens détenteurs de permis de conduire à papier rouge pour le changer et en faire un autre biométrique. Les Nigériens accourent au niveau du centre pour se conformer. Constat dans ce reportage signé Ralia Sami et Abdelmoumouni Abdraman. Dans 2 semaines, plus précisément à la date du 14 de ce mois de juillet en cours, le permis rouge à papier des conducteurs ne sera plus valable au Niger. C'est du moins ce qui ressort de la dernière décision du ministère des Transports. C'est pourquoi ils sont nombreux les Nigériens qui prennent d'assaut à ces derniers jours le Centre national de traitement et d'édition du permis de conduire. Mais ces derniers sont confrontés à tout un processus à suivre. Et sur le plan de l'organisation, moi je vois que vraiment ils n'ont pas bien organisé le fait de dire que ils vont renouveler les permis, parce que quand vous voyez le désordre qui s'installe vraiment, si je peux le dire, c'est quelque chose qui n'a pas bien été organisé, et donc ils doivent prendre les mesures de bien organiser les choses pour que quand la majorité des gens vont venir, au moins ils vont voir que vraiment il y a une organisation et donc les choses peuvent bien se passer. Oui, bon, si je peux le dire, vraiment ils mettent trop de lenteur, parce que concernant les gens qui étaient là depuis 5 heures, tu seras ici de 5 heures jusqu'à midi, tu n'as même pas eu à t'inscrire. Vraiment là c'est un problème et ils vont te dire d'aller revenir demain. Mais si je peux le dire aussi, nous en tant que citoyens, nous on a des problèmes, parce que c'est pas maintenant
Et comme déjà ils ont donné un délai, c'est pas à l'approche de la fin du délai que les gens vont se précipiter dire que ils vont aller renouveler leur permis. Donc j'appelle tous mes camarades citoyens, si je peux le dire, vraiment quand le gouvernement donne un délai de faire quelque chose, il faut le faire à temps et de ne pas attendre la date limite pour dire que ils vont aller essayer de mettre en exécution ce que l'État a vraiment imposé. Ainsi, à l'image des autres pays, le Niger entend moderniser toutes ses institutions pour se conformer aux normes internationales. Les populations sont ainsi appelées à renouveler leur permis de conduire avant le 14 juillet prochain, faute de quoi ils feront face à la rigueur de la loi. Et c'est la fin de cette rétroactualité de la semaine sur Tambara Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes et surtout bon début de semaine. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.